Jusqu'à présent, on voit donc qu'il n'y a aucune discrimination envers les femmes. Cependant, les féministes ont un autre atout dans leur manche pour faire croire que ces écarts de salaire ou plus généralement de comportement sont dus à l'oppression patriarcale. Avant toute chose, je tiens à rappeler le principe de la charge de la preuve. Si je dis qu'il existe une théière dans le ciel, c'est à moi de le prouver, et je n'ai aucune légitimité à attendre de mon opposant qu'il réfute une idée que je n'ai même pas pris la peine de prouver. Dans cette analogie, le plafond de verre, c'est la théière dans le ciel. Les féministes nous disent que ça existe, mais personne ne le prouve, et tout semble indiquer l'absence de son existence. Donc gardez ça en tête pour cette partie. J'ai trouvé aucun sondage sérieux qui aurait prouvé l'existence du plafond de verre. Là, on est en train de dépenser de l'argent et de l'encre pour résoudre un problème dont personne n'a prouvé l'existence. Pire que ça, il semblerait que les infos soient contradictoires. Alors, je vous jure que j'ai vraiment essayé de chercher des sondages qui l'auraient prouvé. Donc forcément, je suis tombé sur plein de trucs qui disaient tout son contraire, notamment ceci. Voici ce que dit le rapport d'activité 2016 du réseau Femmes de Bercy, qui a pour vocation à soutenir les femmes qui subiraient le plafond de verre. Les femmes nommées se disent qu'elles le sont parce qu'elles sont compétentes, qu'elles ont passé des concours, qu'elles s'investissent dans leur travail et qu'elles ont un réel potentiel. Il ne faudrait pas que se développe une petite musique laissant à penser que les femmes accèdent aux postes importants parce qu'il y a des quotas. Ce serait profondément injuste. Il dit ça parce que ce réseau, Femmes de Bercy, défend l'instauration des quotas, qui existent maintenant depuis plusieurs années. Mais ce qu'on voit, c'est que visiblement, les femmes au pouvoir ne le disent pas. Elles nient l'hypothèse d'un plafond de verre et estiment qu'elles ont été jugées à leur juste valeur. Résultat, que voit-on ? En parallèle, on voit qu'il y a plus de femmes promues à ces postes-là que de femmes qui candidatent. Ce qui veut dire que les femmes sont plus facilement promues que les hommes. J'ai aussi trouvé cette étude qui montrait bien que l'implication avait un impact sur les promotions et les salaires, etc. En revanche, ils apportent une hypothèse intéressante avec laquelle je suis pour le coup d'accord. C'est le lien exponentiel et non linéaire qu'il y a entre l'implication et le résultat obtenu. C'est-à-dire que plus on est haut dans la hiérarchie, plus la moindre différence d'implication sera importante. C'est-à-dire que si on est tout en bas de l'échelle, il y aura peu de différence si on travaille 1 heure de moins par semaine par exemple. Par contre, si on travaille cette même heure de moins par semaine mais qu'on est à un très haut niveau hiérarchique, cette minime différence aura en réalité un fort impact. En somme, on combat un phénomène qui n'est pas prouvé et dont tout laisse à penser qu'il n'existe pas, que c'est un phénomène inverse qui existe en plus. On ne peut pas prétendre que le système tire les femmes vers le bas quand ce système punit ceux qui ne les tirent pas assez vers le haut à son goût. Alors là, je rappelle du coup le principe de la charge de la preuve et de la théière dans le ciel. J'insiste là-dessus parce qu'en fait, là tout ce que je fais, ça servira à rien en fait. Les féministes maintenant ont arrêté de donner des critères de réfutabilité de leurs théories, tout simplement parce qu'à chaque fois, une à une, leurs théories sont réfutées. Alors un critère de réfutabilité, qu'est-ce que c'est ? C'est un critère qui, si il est validé, réfute l'hypothèse présentée. Par exemple, si je dis cette phrase, la femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente, eh bien, il me suffirait de citer au moins une femme incompétente désignée à un poste important pour montrer que les femmes sont les égales des hommes. Et là, vous comprenez pourquoi les féministes arrêtent de donner des critères de réfutabilité. Parce qu'à chaque fois, ils sont tous validés les uns après les autres. Or, la légitimité du féminisme repose là-dessus, sur le fait que les femmes ne sont pas traitées également que les hommes, qu'elles sont traitées de manière injuste. Alors, ils n'ont tout simplement aucun intérêt à donner ce critère de réfutabilité-là. C'est même l'inverse, ils ont tout intérêt à ne pas le donner. À chaque fois, ils vont nous présenter un critère de réfutabilité, celui-ci ne sera pas validé, alors ils vont en présenter constamment un autre. Avant, on nous disait que les femmes étaient discriminées par le patronat, c'est pas le cas. Ensuite, on nous parle du plafond de verre, c'est pas le cas non plus. Alors la suite logique, c'est de nous dire que l'accès au métier est plus dur pour les femmes, ou qu'elles sont discriminées dans leur choix de diplôme et ce genre de choses-là. Alors c'est marrant parce que la chercheuse que j'ai citée dans ma précédente vidéo, qui conclut bel et bien à l'absence de discrimination au niveau du salaire des femmes, concluait toujours au sexisme, et elle disait que c'était dû certainement au plafond de verre entre autres. Elle a donc en toute honnêteté fait des recherches sur le sujet, qu'a-t-elle trouvé ? Ce plafond de verre n'existe pas. Donc plutôt que de se dire, alors peut-être que la théorie féministe sur ce sujet-là est bidon, et que même si le plafond de verre a existé à un moment, eh bien ce n'est plus le cas aujourd'hui, tout simplement, bravo les féministes, vous avez réussi, plus de plafond de verre, plus de discrimination vers les femmes. Plutôt que de se dire ça, à savoir la conclusion la plus logique qui soit, elle se dit que s'il y a discrimination, elle se situe en amont, forcément. Pour appuyer son hypothèse, elle se base sur son expérience perso. Par exemple, elle est allée dans des lycées ou des collèges, elle a incité les filles à faire des sciences, résultat les filles ont fait plus de sciences, et pour elle c'est la preuve que leur capacité était bridée auparavant. Ça c'est de la méthodologie bien féministe comme on les aime. Bon, premièrement, on peut voir que les résultats qu'on peut observer sont en contradiction avec le modèle du plafond de verre qui nécessite de la discrimination au niveau des choix de carrière. Les deux meilleurs exemples sont la médecine et le droit. Ce sont des disciplines prestigieuses,
Pour autant, les femmes y sont majoritaires. Donc visiblement, rien n'empêche les femmes d'entrer dans ces disciplines. Au-delà de ça, ce modèle nécessite une discrimination subjective, discrète, étant donné que la discrimination directe pure est illégale et qu'elle n'existe tout simplement pas à grande échelle. La seule discrimination pure et assumée qui existe, c'est la discrimination positive. Mais du coup, elle favorise les filles et les femmes. Donc la seule discrimination restante, c'est la discrimination discrète et inconsciente. Sauf que ça n'a pas de sens. Je vais paraphraser les propos de Steven Pinker là-dessus, en réponse à Spelke. Spelke défend cette idée-là, que les filles sont discriminées dans les universités par exemple, mais que c'est pas la discrimination bête et méchante, c'est de la discrimination ou qui n'est pas consciente, ou alors qui est discrète, c'est par exemple baisser artificiellement les notes des filles sans qu'on puisse s'en rendre compte. Sauf que ça, c'est uniquement possible dans les matières subjectives, dans les matières qui ne sont pas les sciences dures. Or, où retrouve-t-on majoritairement les filles ? Pas dans les sciences dures. On retrouve très peu de filles en maths ou en physique. Par contre, elles sont majoritaires dans quasiment tous les domaines littéraires, à savoir les domaines les plus subjectifs qui soient, et dans lesquels on pourrait manipuler plus facilement les résultats. Donc on voit que dans la pratique, ça ne marche pas. Il y a beaucoup trop de filles en médecine et en droit pour que ce modèle de discrimination à l'encontre des filles existe bel et bien. Ensuite, si on parle juste d'une discrimination passive et discrète, on voit que ça ne marche pas non plus avec les choix de carrière des filles et des femmes. Donc quand on voit ça, qu'il n'y a pas de discrimination à la promotion, qu'il n'y a pas de discrimination au choix de carrière, la seule discrimination restante possible se trouve entre les deux, à savoir dans l'obtention du métier. Pas du diplôme ou de la promotion, mais du métier. Et accrochez-vous bien, là encore, cette hypothèse est réfutée. On peut voir qu'en effet, il y a de la discrimination à l'embauche. Sauf que cette discrimination n'est pas misogyne. Elle touche aussi les hommes. Et même si elle touche les hommes, elle n'est pas non plus misandre. En aucun cas, elle n'est ni l'un ni l'autre. En réalité, ce qu'on voit, c'est un phénomène d'homophilie. Ça veut dire que les hommes recruteurs embaucheront plus facilement des hommes, et réciproquement, les femmes recruteuses embaucheront plus facilement des femmes. Donc, il y a discrimination, tout comme il existe certainement un plafond de verre, mais de une, il n'est pas aussi important que ce qu'on le dit, et de deux, il n'est pas genré, il touche autant les hommes que les femmes. Donc, avant d'interpréter toutes ces informations, j'aimerais résumer ces deux vidéos. Il n'y a pas de discrimination à l'encontre des femmes au niveau des salaires. Les femmes au SMIC sont même mieux payées relativement à leur implication. Les seuls salariés qui sont réellement moins bien payés que leurs homologues masculins, ce sont les cadres, et si elles le sont, c'est par choix. Ce choix n'est pas de la misogynie intériorisée. Il est en fait l'expression d'un désir d'exercer sa maternité, mais ce n'est en aucun cas de la misogynie intériorisée, étant donné que les hommes aussi aimeraient profiter davantage de leur paternité. La différence ne se situe pas dans les aspirations des uns et des autres, mais dans la capacité des uns et des autres à mettre en pratique ces aspirations. Le plafond de verre n'existe pas, ou alors de manière très locale. L'accès au diplôme ne défavorise pas les femmes et aurait même tendance à les favoriser. Et l'accès au métier, c'est pareil. Il ne défavorise pas les femmes, ou alors autant les femmes que les hommes, mais encore une fois, c'est de manière très locale. En conclusion, arrêtez de voir les femmes comme des sous-hommes. Chaque choix que fait une femme ne se fait ni ne doit se faire en fonction des choix des hommes. C'est pas parce que les femmes sont différentes des hommes, qu'elles font des choix différents des hommes, que c'est pas bien. Et ce, quelle que soit la raison de cette différence. Le consensus est de dire que les différences entre femmes et hommes sont la combinaison de différences innées, d'autres acquises, certaines sont d'ordre biologique et d'autres sont environnementales ou sociales. Les féministes, à l'exception de certaines dissidentes comme Christina Hoff Sommers ou Peggy Sastre pour la France, considèrent que tout n'est que construction sociale ou presque dans un premier temps. En France, on a par exemple Odile Philode qui défend cette idée. Mais au fond, peu importe la raison de ces différences, parce qu'il n'est pas nécessaire de les gommer, ou en tout cas pas dans l'absolu. On doit s'attarder à l'égalité des chances, mais l'égalité des résultats n'est premièrement pas un but, mais n'est pas non plus un marqueur d'égalité réelle ou de justice. C'est pas parce que grâce au quota on atteint 40% voire 50% qu'on a atteint la justice. Ce n'est en aucun cas un marqueur pertinent. Il faut que les féministes arrêtent de se servir des hommes comme d'un modèle. Prenons un exemple, celui des médecins, dont j'ai abordé en début de vidéo. Les femmes travaillent moins et de manière moins dense. Les féministes vont forcément se dire que c'est sexiste envers les femmes et que ces performances moindres sont en fait une mauvaise chose parce que ça dévalorise les femmes. Alors que ironiquement, c'est exactement l'inverse qui se passe dans la pratique. Je vous renvoie à cet article qui montre que ce sont en fait les hommes qui enchaîneraient trop les patients, ou en tout cas certains d'entre eux. Les femmes sont en fait meilleures que les hommes dans certains domaines de la médecine, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette meilleure efficacité porte en fait préjudice à leurs revenus. En soi, c'est normal, on peut rarement combiner qualité et quantité. Et ce que cet article dit, en substance, c'est que les femmes soignent mieux, mais soignent moins. Et comme les revenus des médecins sont basés sur le nombre de patients qu'ils voient et pas sur l'efficacité des traitements qu'ils préconisent, les hommes finissent par être mieux payés que les femmes.
même s'ils soignent moins bien. Ils soignent plus de patients, mais moins bien. Ce que je veux montrer dans cette conclusion, c'est que l'homme ne doit pas servir de base aux femmes premièrement, et que c'est ironiquement sexiste et misogyne de la part des féministes de réfléchir ainsi. Elles ne font que révéler leur complexe d'infériorité et leur dépendance aux hommes. Dépendance dont les femmes desquelles ces féministes se revendiquent se sont elles bel et bien détachées. Le fait est que les femmes sont meilleures dans certains domaines que les hommes. Là en l'occurrence, il s'agit de prendre soin des autres. Et c'est donc normal d'observer autant de femmes en médecine et si peu en physique ou en maths. Peu importe la raison de cette supériorité des femmes au fond, qu'elle soit naturelle, acquise ou un peu des deux. Le fait est qu'on a besoin de personnes qui sont ainsi. Ce comportement des femmes est vertueux et bénéfique à la communauté. Il y a une différence entre dire que les femmes ne sont bonnes qu'à ça, ou que les hommes en sont incapables, et de dire que les femmes doivent être pile poil tout pareil que les hommes. Alors je précise tout de même qu'il ne faut pas se servir de ça pour rabaisser les hommes médecins, et donc a fortiori les hommes plus largement. On a aussi besoin de répondre à la quantité. Tous les patients n'ont pas besoin qu'on passe 1h30 à les diagnostiquer, et en parallèle, la file d'attente est souvent longue, ce qui veut dire qu'on a aussi besoin de médecins qui enchaînent les consultations. On a besoin des deux. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'on finit par comprendre une notion chère au tradit, la complémentarité des sexes. Le féminisme se base sur une incompréhension de la nature des hommes et des femmes. Puisque le patriarcat était ultra rigide et permettait que peu aux individus de sortir de leur rôle traditionnel, les féministes en ont conclu que ces rôles étaient purement artificiels, mais c'est faux. En réalité, ces rôles ont un sens, le problème étant cette rigidité excessive du patriarcat. La réalité se situe entre les deux idéologies. Les hommes et les femmes sont bel et bien différents. Pour autant, un nombre significatif de femmes est capable de diriger une entreprise ou même un pays. Il ne faut simplement pas avoir ce nombre moindre de femmes capables par rapport au nombre d'hommes comme étant un marqueur de discrimination, mais simplement comme une différence, ni plus ni moins. Certaines femmes ont des facilités dans certains domaines et les hommes dans d'autres. Le comportement des féministes ne fait que retransmettre une envie, une jalousie, un complexe d'infériorité qu'elles ont relativement aux hommes. L'oppression des femmes n'est pas patriarcale mais économique.